Bonjour. Écoutez, bienvenue à cette première conférence de Techinov ce matin. Donc, Anne-Claire Millet, directrice adjointe des services aux entreprises à la CCI de l'Essonne. Donc, on est ravis de vous avoir sur un Techinov virtuel cette année, les conditions étant telles. Donc, la CCI et les CCI d'Île-de-France sont ravis d'organiser cette manifestation. Pour ce webinaire de ce matin, donc, nous avons Carista et le CNES qui sont là avec nous pour nous parler du New Space européen prêt à concurrencer le monde. Et donc, je vais passer la parole à Anne Casal pour faire l'introduction. Juste avant, vos questions, s'il vous plaît, sont à poser dans l'onglet questions et non dans l'onglet chat. Et puis, Anna reprendra les questions à la fin. Écoutez, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, merci Anne-Claire. On est très content d'ouvrir la journée avec cette première conférence qui va porter sur le New Space, un secteur ultra dynamique qui attire de plus en plus d'acteurs très actifs, qui est porteur de technologies de rupture et qui connaît un essor phénoménal en Europe. Donc, on a voulu s'interroger sur le sujet. Pour cela, on a voulu réunir donc Michael Thomas, qui est Investment Manager chez Carista, et François Alter, qui est Venture et Development Officer au CNES. Ensemble, on va aborder donc le sujet du New Space européen, voir qui sont les acteurs, les dernières tendances, les opportunités à saisir pour les investisseurs et les start-upers. Ensemble, ils ont créé le fonds Cosmic Capital, je pense qu'ils auront l'occasion d'en parler. Il y a un fonds de venture qui soutient les startups du secteur, donc ce sont de grands spécialistes. Donc, on va commencer par une question peut-être un petit peu générique. Michael, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire qu'est-ce que le New Space, les dernières évolutions du secteur et les acteurs en Europe, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci Anna pour cette introduction. Avant de donner un bref historique pour rentrer un peu dans le vif du sujet et définir le New Space, je dirais que c'est une tendance extrêmement dynamique au sein de l'économie spatiale. En fait, l'émergence de nouvelles technologies, leur miniaturisation, la digitalisation de la chaîne de valeur ont permis de réduire significativement les coûts d'accès à l'orbite. Donc, à titre d'exemple, le prix d'un kilogramme envoyé dans l'espace est passé de 25 000 à 5 000 euros en 10 ans. Et tout comme les délais de diminution, les délais de développement, qui ont également diminué fortement d'un facteur 5 aussi environ. Donc on parle bien en fait d'une nouvelle ère d'innovation et une sorte de changement de paradigme au sein du spatial. Car si on regarde historiquement en fait cette industrie, le domaine spatial a longtemps été uniquement accessible aux grands acteurs du secteur militaro-industriel et des gouvernements. Et en fait, il s'est vu bouleversé dès les années 2000, notamment avec l'émergence de SpaceX aux États-Unis, qui a ouvert le marché et donné la possibilité pour les entrepreneurs d'accéder au marché spatial par la suite. Donc, on assiste depuis quelques années à la cohabitation de deux mondes, le monde institutionnel, industriel d'un côté, et puis le monde de l'innovation et des startups de l'autre qui émergent, avec de véritables synergies et connexions possibles entre ces typologies d'acteurs. Donc, quand on parle de New Space, de quoi on parle exactement? Donc, ça se décompose en deux segments de marché bien distincts sur la chaîne de valeur. On a d'un côté l'upstream, donc la chaîne amont, qui regroupe l'ensemble des technologies industrielles pour concevoir, fabriquer et lancer des satellites. Donc, ce domaine, c'est établi de technologies, sciences de l'ingénieur, qui permettent de fabriquer plus vite, plus petit et à moindre coût que les technologies traditionnelles. Et c'est là qu'on retrouve des sociétés proposant des micro-lanceurs, des nanos, des micro-satellites, des systèmes embarqués miniaturisés ou les segments sol, permettant d'émettre et de recevoir des signaux radioélectriques. Et on a une deuxième partie de la chaîne de valeur qu'on appelle le downstream, qui est la chaîne aval, qui regroupe l'ensemble des technologies pour exploiter les données issues de nombreux satellites en orbite. Donc les trois fonctions majeures du spatial que sont l'observation de la Terre, les télécoms et la géolocalisation se combinent et offrent une infinité de solutions radicalement innovantes dans de nombreux domaines, aussi divers que l'agriculture, le transport, la logistique, la sécurité, la finance, vraiment tout un tas de verticales industries. Et c'est dans ce segment qu'on retrouve toutes les sociétés capables de traiter une grande quantité de données pour les traduire dans un langage exploitable pour les industries ciblées et citées précédemment. François, quel serait ton avis sur la caractérisation des startups européennes et le secteur public? Oui, en fait, on a une position assez singulière en Europe, c'est qu'on a en fait inventé déjà l'espace commercial dans les années 80-90. Donc en Europe, on avait déjà ce côté très business avec la création d'entreprises comme Ariane Espace, Spot Image, etc. Donc, qui sont maintenant des leaders mondiaux.
Et en fait, on est maintenant dans une deuxième vague. Pour nous, on le voit comme ça, avec une deuxième vague qui va pas se faire de la même façon que ce qu'on pouvait faire auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, les grands acteurs faisaient des spin-offs. Là, maintenant, l'innovation, elle vient d'un peu partout. Alors, ça peut venir de spin-offs de grands groupes, mais aussi d'entrepreneurs, je dirais plus individuels, qu'on essaye d'accompagner. Alors, en Europe, on était un peu en retard, hein, il faut être très clair, et en France, je dirais encore plus sur cette démarche. En gros, ça a démarré, on s'est rendu compte de l'émergence du New Space en 2015, grosso modo au niveau mondial, parce que c'est à cette époque-là que le VC a commencé à prendre une importance une très grande importance pour le financement du spatial. Et en Europe, on a commencé vraiment à travailler sérieusement en 2017 globalement. Et en France, à cette époque-là, on était une entreprise tous les 2 ans qui se créait autour du spatial. Et cette année, on accompagne la création de 50 startups en France seulement et 150 en Europe par an. Donc, c'est vraiment un secteur très dynamique, il y a un vrai boom. Et c'est vraiment je dirais la particularité du secteur, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se développent en parallèle. Et du coup, pourquoi le privé, le public et l'industrie collaborent dans ce secteur-là? Alors, nous, on a globalement le public, son intérêt, c'est de faire des missions pour le moins cher possible, des missions pour la science, la défense, le gouvernement, enfin différents segments de marché. Et puis aussi, autre sujet, c'est de développer une industrie spatiale forte, donc développer la compétitivité de notre tissu industriel. Donc sur ces 2 volets, nous, on a intérêt finalement à être toujours les meilleurs du monde. Et les meilleurs du monde, c'est effectivement d'avoir les bonnes technologies au bon coût et au bon moment. Donc assez naturellement, on travaille à la fois avec des acteurs, je dirais, des grands du domaine sur des missions à plusieurs milliards d'euros qui peuvent se faire qu'avec des grandes entités, mais aussi et de plus en plus avec des startups qu'on essaye de faire, qu'on appuie dans leur émergence. Côté privé, Michael, qu'est-ce que tu peux dire de l'investissement qui est fait dans ce secteur-là et en quoi peut-être Cosmic Capital incarne cette synergie public-privé? Oui, tout à fait. Donc, cette dynamique justement positive du privé dont on a parlé avant et l'implication justement forte du public et puis cette interdépendance vertueuse entre ces 2 mondes, effectivement, ça attise l'intérêt des investisseurs qui voient un marché à forte croissance se construire avec des perspectives long terme. Et du coup, en 2019, ils ont réalisé des deals records, les investisseurs, donc dans le New Space, avec un financement mondial total du secteur de près de 6 milliards de dollars, soit près du double des 3 milliards d'investissements en 2018. Et il s'avère que la tendance s'est poursuivie en 2020, même accélérée, malgré la crise, notamment grâce à la chaîne aval dont je parlais précédemment, et aux applications utilisant les données spatiales, qui s'inscrivent de plus en plus en fait, dans les usages et dans la transformation digitale des entreprises, et qui attirent du coup toujours plus de capitaux. Et c'est dans cette dynamique justement que s'inscrit notre nouveau fonds Space Tech Cosmic Capital, donc un fonds VC Early Stage européen. L'idée, c'est de participer à la construction d'un écosystème d'innovation fort en Europe, donc en alliant l'expertise et la puissance du CNES à notre équipe Carista d'investisseurs spécialisés dans le digital, la technologie et le spatial, pour faire justement émerger les leaders de demain. Et donc par ailleurs, ce fonds est multi-corporate, donc ça signifie que nous avons des souscripteurs de divers horizons industriels et financiers, et nous mettons en œuvre pour l'ensemble de ces parties prenantes des services à forte valeur ajoutée. Donc de l'analyse de marché, du New Space, des opportunités de co-investissement. On a même mis en place un think tank pour travailler le futur du spatial en Europe. Donc plein d'éléments vraiment à forte valeur ajoutée pour construire l'écosystème. Et par ailleurs, on reçoit un deal flow riche lié au spatial depuis maintenant plusieurs années. Le marché s'étant fortement dynamisé. Donc parmi les sociétés que nous investiguons ou dans lesquelles nous investissons, il est très positif de noter le soutien de plus en plus important du monde institutionnel, le CNES notamment, étant très actif dans le soutien des startups. Et c'est d'ailleurs ce que nous voyons aux États-Unis depuis un certain temps, avec un marché intérieur très solidaire de ces entreprises, la NASA ayant permis à SpaceX d'émerger par exemple. Il faut que cette dynamique soit aussi forte en Europe et c'est l'objectif de cette coopération avec le CNES notamment.
Du coup, en créant ce fonds, vous pensez que c'est un marché qui est voué à croître et à s'étendre. Est-ce que vous avez quelques chiffres peut-être prospectifs sur Oui. le marché justement, et notamment en Europe? Oui. Alors, quelques chiffres. On estime en fait à plus de 8500 petits satellites, que plus de 8500 petits satellites vont nécessiter en fait un lancement sur les 10 prochaines années. Donc, c'est entre 5 et 10 fois plus que les 10 dernières années. Cela entraîne donc des bouleversements et l'émergence de nouveaux acteurs sur toute la chaîne de valeur et des nouveaux modèles aussi de supply chain, de logistique. En fait, ces nouveaux modes de production de masse dans le spatial, un peu à l'instar des industries comme l'automobile. Et donc, c'est pourquoi en fait, le New Space connaît un véritable envol, qui a une véritable croissance, donc qui est d'abord arrivé aux États-Unis avec un nombre croissant de création d'entreprises, fortement soutenu par les fonds justement, les VC US technologiques, et qui a conduit en fait à la création des premières licornes de la space tech, dont on parle de sociétés comme Planet, Rocket Lab, OneWeb, et un écosystème partiellement bien financé. Ce financement a eu pour conséquence notamment de faire grimper un peu les valorisations. On voit notamment récemment la mise en œuvre des SPAC, dont on a sûrement entendu parler, qui ont vent en poupe dans le New Space, et qui permettent de lever des sommes conséquentes sur les marchés financiers. Cette dynamique-là, elle arrive en Europe depuis maintenant plusieurs années, également avec un marché qui est cependant un peu plus raisonnable sur ses valorisations. On a un effet bulle qui est moins marqué, ce qui renforce le fait notamment que c'est pour nous aussi le bon momentum pour investir en Europe et supporter cette croissance qui est vraiment là, on le sent. Grâce au New Space, en fait, le spatial propose désormais en fait des réponses à des prix abordables aux nouveaux besoins des entreprises et des consommateurs. Donc, sans vraiment le savoir, en fait, tous les acteurs expriment des demandes auxquelles seules les technologies spatiales peuvent répondre. Donc, à titre d'exemple, on parle de meilleures prévisions météorologiques, on parle de sécurité des frontières, on parle d'analyse des ressources énergétiques, d'internet haut débit globalisé, de produits innovants dédiés au positionnement et à la navigation, à destination par exemple entre autres des véhicules autonomes. Donc, tout est lié de près ou de loin aux solutions disponibles dans l'espace. Et ainsi, cette industrie est une source riche de fonctions qui permettent de construire des solutions innovantes de demain. Et de nombreuses startups utilisent des données spatiales. Elles voient le jour. Elles relèvent des défis fondamentaux dans de nombreux secteurs. Donc, plein de verticales d'industrie dont j'en ai cité quelques-unes précédemment, l'agriculture, la santé, l'énergie, le transport, l'environnement et plein d'autres encore. Et les données spatiales deviennent donc un élément clé de la transformation digitale de nombreuses entreprises et une opportunité pour les acteurs privés innovants. Et par exemple, certaines sociétés proposent, pour vous donner un petit peu d'exemples plus précis, certaines sociétés proposent des exemples, des solutions, par exemple SaaS, Software as a Service, qui permettent en fait de fusionner des données issues de différentes sources, dont des sources satellitaires, de l'imagerie, de l'IoT, des données géolocalisation, afin de fournir à l'utilisateur en fait la meilleure information possible pour prendre la bonne décision. Et cela peut être dans le monde de l'assurance paramétrique, par exemple pour modéliser de manière plus précise des dégâts, dans le secteur pétrolier pour prédire en temps réel les productions, l'agriculture pour augmenter le rendement des cultures, ou encore le transport maritime pour optimiser les itinéraires et les gestions de flux, pour améliorer à la fois le revenu et les coûts des entreprises, mais aussi pour avoir un impact vertueux sur l'environnement. Et donc, c'est toutes ces applications qui vont tirer la croissance de ce marché de space. D'accord. François, j'ai envie de me tourner vers vous pour vous demander si toutes ces opportunités, ça n'a pas un impact sur la pollution de l'espace. C'est un sujet qui est regardé de près. Qu'est-ce que vous en diriez, vous qui êtes La pollution de l'espace, on peut dire que c'était pas un sujet il y a quelques années. À l'heure actuelle, je dirais la probabilité que deux satellites en orbite se cognent, c'est à peu près équivalent à ce que deux bouteilles d'eau dans la Méditerranée placées au hasard se croisent. Cependant, ça, effectivement, comme l'expliquait Michael, avec la multiplication du nombre de satellites, aussi des sujets d'exploration, du spatial, enfin du tourisme spatial, ce genre de choses, on va avoir de plus en plus de ce type de questions. Donc, c'est à la fois, effectivement, on peut se dire que c'est un risque, mais en fait, c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire qu'on voit éclore des startups à l'heure actuelle sur ce qu'on appelle la SSA, la Space Situation Awareness, c'est-à-dire savoir ce qui se
passe dans l'espace. On a des missions qui se développent pour retirer les plus gros débris qui sont en orbite. Et il faut savoir que la France a été pionnière en fait sur tous ces sujets-là, puisqu'on a été les premiers à avoir une loi sur les opérations spatiales qui a été votée il y a déjà 10 ans, qui force finalement les opérateurs spatiaux à éviter le plus possible d'avoir des débris en orbite. Donc c'est la façon la plus simple finalement d'éviter d'en avoir, c'est de le prévoir au démarrage. Voilà. Et donc on n'est pas du tout inquiet sur ces questions-là, mais c'est plutôt maintenant à voir comme justement des opportunités comme on peut voir ces sujets-là se développer sur Terre, sur des problématiques environnementales. Voilà. Très bien. 4 minutes. Oui, alors on va juste conclure en une phrase le temps. Alors, le public, vous pouvez poser des questions dans la rubrique questions. Rapidement, on conclut et puis on prendra les questions. Donc, Michael, qu'est-ce qu'un start-upper du spatial pour conclure rapidement? Oui, donc, à première vue, un start-upper du spatial, ça va rendre fortement un start-upper tout court, sauf qu'effectivement, plus que jamais, cette industrie requiert en fait un niveau d'exigence très élevé. Et nous, en tant que fonds d'investissement, il est clair qu'on se doit de cibler des équipes d'entrepreneurs de haut niveau, capables d'exécuter parfaitement un plan stratégique et de mettre en place des business models efficaces et pertinents. Et en fait, nous avons d'ores et déjà choisi de nous impliquer fortement dans la croissance de cette économie, avec pour dernier investissement dans le secteur la startup Exotrail, par exemple, investissement que nous avons fait en juillet dernier dans leur série A de 11 millions d'euros. Ils proposent une solution duale de micropropulseurs électriques miniaturisés embarqués pour de petits satellites, pour optimiser la performance et la durée de vie des constellations de satellites, et un logiciel de gestion et d'exploitation de constellations. Un positionnement unique en fait qui leur permet d'approcher et de faire du business sur toute la chaîne de valeur. Et en fait, cet investissement n'est clairement pas un hasard. Nous avons investi sur une équipe visionnaire capable de construire un véritable leader européen dans le spatial. Donc, Exotrail, c'est pas seulement une solution technologique du space innovante et unique, c'est aussi la quintessence même de ce qu'est le leadership. Et c'est ce dont nous avons besoin en Europe et ce que nous allons chercher à financer à l'avenir avec notre fonds et avec le CNES. François, de votre côté, comment vous qualifierez un start-upper de space? Alors, c'est assez amusant parce que nous, au CNES, au départ, on voyait des gens qui étaient, je dirais, des purs ingés, sans expérience d'entreprise, venir nous voir avec des bonnes idées. Et au fur et à mesure, je dirais, au fur et à mesure de la maturité de l'écosystème, on voit de plus en plus des gens qui ont déjà monté des startups sur d'autres domaines s'intéresser au sujet. Et effectivement, comme le disait Mickaël, en fait, le sujet n'est pas uniquement d'avoir des gens qui sont compétents techniquement, parce que la compétence technique, finalement, je dirais, on la trouve justement auprès du CNES, auprès de l'ESA, auprès de grands industriels, etc. On a vraiment un terreau très dense finalement du spatial, donc on a ces compétences-là. Par contre, ce qui est très très important, enfin moi, mon sentiment, c'est d'avoir des gens qui, au-delà de ces compétences, qui portent ces projets, qui portent des bons projets, mais surtout avec une vitesse d'exécution très rapide, avec un leadership. Et ça, c'est très très important. C'est pour ça qu'on a fait une team avec Carista sur Cosmic Capital. C'est pour partager finalement nous, on a la connaissance, je dirais, de ce que c'est que des bons projets spatiaux d'un point de vue technique. Et Carista a, je dirais, la vision du start-upper, enfin des bonnes conditions pour lancer sa start-up et la réussir. D'accord. Alors, on va prendre des questions. On va peut-être dépasser de 5 minutes. Une première question qui vient du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, c'est Arnaud Deserveau, qui demande: est-ce que vous voyez les flottes de drones ou des ballons comme une composante du New Space également? Qu'est-ce que vous en diriez à François? Oui, alors effectivement, la question notamment ce qu'on appelle les pseudo-satellites, les apps, et aussi finalement dans le cadre de la donnée, les différents capteurs peuvent être mis soit sur des satellites, soit un peu plus bas, donc dans la stratosphère je disais des ballons.
ou des drones volant à très haute altitude, ou sinon des drones plus bas. Et tout ça, c'est une chaîne de valeur. Ben, c'est une chaîne qui est cohérente et qui doit travailler ensemble pour produire finalement ces données au moindre coût et de la façon la plus pertinente possible. Et souvent, on croise en fait, on voit que les entreprises croisent ces différentes approches pour attaquer des marchés qui sont les marchés de l'agriculture ou l'assurance, etc. Donc, selon les cas, en fait, on peut avoir des capteurs dans des positionnements différents et qui seront les plus pertinents. Et donc, effectivement, on voit l'ensemble de cette chaîne et on considère que ça fait partie de l'économie au sens large du spatial. D'accord. On a une question qui concerne plus l'investissement. Je vais la poser à Michael. Le business model des méga constellations nécessite plusieurs milliards d'investissements. Est-ce que ce modèle est vraiment viable et quid de la rentabilité? Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Ouais, non, mais c'est une question à laquelle on peut déjà répondre aujourd'hui. Enfin, effectivement, on voit de plus en plus parler de rentabilité aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est encore tôt, on va dire. C'est un marché jeune, hein, notamment les méga constellations. Ce sont des projets qui sont construits il y a quelques années, qui sont encore en cours de construction. Donc, les méga constellations, on parle de OneWeb, on parle de Starlink, de SpaceX, on parle de tout un tas d'acteurs, notamment américains et européens aussi aujourd'hui, qui se lancent dans ces méga constellations. Alors effectivement, ça nécessite des coûts importants parce qu'en fait, on envoie aujourd'hui des constellations en fait de satellites qui vont permettre d'avoir une couverture globale de la planète, de faire surtout de construire finalement des réseaux télécoms haut débit sur toutes les régions de la planète. Donc en fait, c'est effectivement extrêmement ambitieux et qui dit ambition dit forcément une nécessité de capitaux importante. Aujourd'hui, en fait, alors on a la plupart des projets ont été financés. Donc, il y a une grosse partie des projets qui sont en financement et qui lancent aujourd'hui, qui ont des satellites dans l'espace, qui font des tests et qui commencent à avoir des premiers résultats tout à fait positifs, notamment dans le domaine des télécoms. Hein. Donc, la plupart des applications de ces méga constellations, c'est pour faire justement avoir du Internet au débit globalisé. D'un point de vue, on va dire rentabilité, aujourd'hui, on peut pas répondre à la question. On pense que oui, dans la mesure où en fait ça couvre une telle demande, un tel nombre d'utilisateurs final, forcément, on va forcément pouvoir espérer en fait un business globalisé, et qui va avoir notamment un impact sur tout un tas d'économies locales. Et donc, on s'attend forcément à des résultats particulièrement importants. Après, aujourd'hui, il est trop tôt pour se positionner sur la viabilité des modèles économiques de ces constellations. Ouais, je voulais juste rajouter un point par rapport à Michael, c'est que toutes ces constellations, finalement, elles ont un point d'ancrage souvent public, hein, globalement, parce que c'est effectivement de tels investissements qu'il faut des grands clients pour démarrer ce type de sujet. À l'heure actuelle, deuxième sujet, c'est qu'on peut être assez content, fier en Europe parce que les industriels, sur 3 constellations qui sont, je dirais, lancées ou en cours de lancement, qui sont Starlink, OneWeb et Telesat, les 2 dernières sont fabriquées par des industriels européens, Airbus et Thales. Voilà, donc on peut être quand même assez content. Autre point, le business model de ces constellations va dépendre pas tant du segment spatial que du segment sol. C'est pas complètement intuitif pour les gens, mais en fait, le vrai sujet sur ces sujets-là, c'est d'avoir des terminaux utilisateurs pas chers et qui fonctionnent bien. Et ça, effectivement, c'est un grand sujet je dirais, pour nous globalement. Et c'est ça qui va faire que ces constellations vont avoir un marché ou non et vont être rentables ou non, globalement. Très bien. Alors, je pense qu'on a un peu dépassé. Anne-Claire, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous avez mis. On va couper, ouais. Parce qu'il est 25, il y a d'autres événements derrière. Merci à tous. Pour ceux qui ont des questions complémentaires, n'hésitez pas. Je pense que Techinov peut donner les coordonnées de Alper et Michael Thomas. Oui. Il n'y a aucun problème. Voilà. Vous pourrez retrouver les coordonnées de tous les intervenants. Et puis, sachez que la plateforme reste ouverte encore, pas uniquement aujourd'hui, mais
tout le mois d'avril, donc n'hésitez pas. Très bien. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.